podcast de Paris Basketball On Air. Pour votre émission de débrief, vous commencez à en avoir l'habitude. Lilian à la présentation pour débriefer du coup la rencontre entre le Paris Basketball et l'ADA Blois lors de la troisième journée de Betclic Elite. Un troisième débrief et donc un troisième binôme différent au micro, et oui, puisque c'est Antoine qui est avec moi ce soir. Salut Antoine. Salut Lilian, comment ça va? Écoute, ça va un peu mieux que le Paris Basketball en tout cas, qui là est en fâcheuse posture après cette défaite contre Blois, je pense qu'on peut le dire. Ah oui, là, ça peut pas être plus compliqué ça peut pas être plus compliqué que d'aller mieux qu'eux, hein, parce que après une telle rencontre, l'ambiance a l'air assez mauvaise, du moins sur le parquet, du côté du Paris Basketball. Car oui, Paris Basketball 99, Blois 104. Les débuts de saison se suivent et se ressemblent malheureusement pour le club parisien, en tout cas en Betclic Elite. Une nouvelle défaite pour le premier match de la saison à domicile. C'est la troisième défaite en autant de rencontres en championnat. Et pourtant, tout avait bien débuté pour Paris, qui menait rapidement 27-17 après les 10 premières minutes de jeu, notamment sous l'impulsion d'un très précis Tyrone Wallace. On en reparlera. Oui, mais voilà, Paris, sans son entraîneur Will Weaver, toujours cloué sur le banc, a encore une fois connu un trou d'air dans le troisième quart-temps, comme contre Nanterre. Une mauvaise passe qui a permis à l'ADA Blois, profitant de nombreux cadeaux parisiens, de revenir et même de passer devant, et même définitivement, pour finalement s'imposer de 5 points. Antoine, j'ai envie de commencer par te dire, est-ce que le Paris Basketball ne peut s'en prendre qu'à lui-même s'il a perdu cette rencontre ce soir à la Halle Carpentier? J'ai envie de dire oui et non, parce que quand on regarde un peu, la rencontre et même pour reprendre un peu les dires de Michael Hell, le coach de Blois, Paris joue extrêmement bien la première mi-temps de son côté et Blois joue assez mal au final et en seconde mi-temps, Blois joue collectif et Paris, se fait avoir par le collectif parce que Paris joue beaucoup sur ses individualités, beaucoup trop d'ailleurs, c'est qu'un avis, sur cette rencontre et sur les autres puisque tous les scénarios sont assez identiques pour l'instant. C'est tu t'es fait avoir par un collectif, tu peux pas t'en vouloir qu'à toi-même parce que tu as essayé de faire des choses et tu as même plutôt bien commencé la rencontre. Le problème, c'est que, voilà, il y a des joueurs qui ont perdu en efficacité, qui ont commencé à se frustrer. On a l'impression que le Paris Basketball, dès qu'il rentre dans le difficile, au lieu de miser sur un ballon qui tourne vite et un jeu rapide, ce qui est plutôt l'identité qu'ils veulent mettre en place, ça s'arrête et ça veut jouer le 1 contre 1 et c'est quelque chose qui est assez dommageable face à une équipe comme Blois et comme le coach leur coach l'a dit, ils peuvent pas les jouer en 1 contre 1, ils peuvent pas jouer les Parisiens en 1 contre 1, mais ils peuvent faire tourner et on l'a vu au final, Blois a eu une réussite assez insolente là où nous on l'a totalement perdu. Puisqu'en première mi-temps, on est extrêmement efficace, que ce soit collectivement ou Tyrone Wallace, comme tu l'as cité, qui était d'une efficacité monstre. Et au final, encore une fois, tu te fais avoir, j'ai l'impression, par l'équipe adverse qui saisit ton plan de jeu et toi qui t'en remets à quelque chose que tu ne maîtrises pas. Donc, c'est un peu plus nuancé que Paris ne peut s'en vouloir qu'à lui-même. Je trouve que Blois est vraiment allé chercher cette victoire de manière très courageuse et avec un très beau basket. Et ils ont notamment fait une belle remontée en troisième quart-temps, en remportant cette période 33-19. Ça coïncide, comme je le disais en préambule du podcast, Paris a connu un trou d'air en troisième quart-temps, comme contre Nanterre, qui avait tout simplement coûté la rencontre là-bas. Mais moi, j'ai envie de te poser une question, parce que j'avais un regard un petit peu différent. On a échangé dessus dans la conversation de notre groupe. Est-ce que Paris ne perd pas aussi ce match à la fin de la première mi-temps? Je m'explique avant de te donner la parole. Paris sur ce match tire à 14 sur 27 au lancer franc. C'est catastrophique. Et notamment 9 sur 19 à la mi-temps. Et est-ce que si Paris ne se met pas à l'abri dès le retour, dès la première mi-temps, en mettant peut-être Blois à plus 15, plus 16, plutôt que seulement à plus 8, il y avait 54-46 à la mi-temps pour Paris. Est-ce que c'est là aussi le petit tort de Paris? Paris fait une bonne première mi-temps, mais ne tue peut-être pas la rencontre pour après ne simplement plus qu'avoir à gérer en seconde période. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je suis, assez d'accord avec ce que tu dis, Paris aurait pu être un peu plus, tueur dans le premier quart notamment. Ça a même été assez pointé du doigt par les 2 coachs, voilà, que Paris pouvait totalement, être à plus que +10. Donc voilà, tu l'as très bien dit, il y avait 27-17 à la fin du premier quart-temps. Paris aurait clairement pu être à une avance de +15, +20. Mais encore une fois, il y a eu des moments de précipitation, même dans ces moments de réussite,
qui sont vraiment dommageables et quand tu fais le bilan à la fin du match, tu te rends compte que ton début de match qui est pourtant très, très réussi et très intéressant et vraiment très supérieur à l'adversaire, ben, va te faire défaut indirectement et c'est quand même dur de penser comme ça parce qu'il y a pas grand chose à dire sur ce début de carton. Sauf qu'au final, oui, si tu avais été un petit peu plus, j'ai pas envie de dire posé dans ton jeu, mais enfin si voilà, si à faire tourner beaucoup plus le ballon, à jouer sur les tirs ouverts, ce qui a pas souvent été le cas, j'ai trouvé sur ce match, notamment même dans les premiers, même dans le début de match, tu aurais pu avoir une avance plus confortable et en fait, faire douter ton adversaire et ne pas lui faire enfin espérer et même c'est plus qu'espérer puisqu'ils l'ont pensé très fort, revenir dans la rencontre. Parce que si vraiment tu tues le match, dès le premier quart et même dans le deuxième, bon dans le deuxième tu le perds le deuxième quart-temps en plus, tu, tu t'offres beaucoup moins de possibilités à voir Blois revenir comme ils sont revenus et je pense que ça c'est oui, c'est dès l'entame, même si elle a été bonne. Et il y a d'autres statistiques pour illustrer, je parlais des lancers francs, pour illustrer cette différence de performance entre la première et la deuxième période. Il y a aussi sur le tir à 3 points où Paris a été très précis. C'était un match pour le coup où les deux équipes ont plutôt bien tiré à 3 points, mais Paris seulement en première période, ils sont à 9 sur 16 au tir. En seconde période, c'est seulement 6 sur 23. Et il y a aussi quelque chose qu'on avait soulevé dans les deux premiers matchs, les pertes de balles. Il y en a que 7 en première période, mais il y en a 10 en seconde, et notamment dans ce troisième quart-temps où il y a un moment où Blois, dans les premières minutes de la seconde période, met quasiment 15 points en 2-3 minutes, et ils inversent complètement le momentum de cette rencontre. Et tu le parlais, Antoine, ça me donne une transition pour une autre de mes questions sur cette rencontre. Tu parlais que Paris n'a pas su poser le jeu, n'a pas su mieux gérer la seconde période alors qu'ils avaient déjà pris un avantage en première. Est-ce que c'est juste de dire que Paris n'a peut-être pas de plan de secours à part son plan A, que le plan B c'est le plan A et que le plan C c'est le plan A et ainsi de suite? On a l'impression que, et j'ai envie de dire, moi c'est surtout l'impression que ça m'a fait, surtout en défense, où Paris, depuis le début de la saison, ne fait que switcher. Et bah, il y a quand même des moments où il y a des gros problèmes de communication et puis certains joueurs qui n'arrivent globalement, qui font beaucoup d'erreurs individuelles. Sur ce match, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'erreurs individuelles, notamment en défense. Est-ce que toi aussi, c'est ton impression que Paris n'a pas d'autres clés à part son plan de jeu initial et ne s'adapte pardon, peut-être pas à son adversaire du jour? Non, je suis d'accord avec cette analyse. Au final, Paris a son plan de jeu et c'est même très bien dit, comment tu le résumes. Paris a son plan de jeu initial qui est de courir vite et de shooter rapide, un jeu un peu à l'américaine de certaines équipes qu'on a pu apprécier et quand ça marche pas, au final, ben, tu t'en résous à ça ou alors tu t'en résous à des individualités. C'est-à-dire que tu fais le même jeu, mais avec un joueur. C'est-à-dire que le joueur va, littéralement jouer en pénétration, jouer en un contre un. Ils sont bons en 1 contre 1, mais en fait, tu as l'impression qu'ils croient plus en ce qu'ils font, où ils sont beaucoup plus perdus, beaucoup plus esseulés. Les autres à côté, ben, ne reçoivent pas les ballons ou alors ils vont prendre beaucoup plus de risques. Il y a des passes que tu fais pas quand tu es mené, enfin, c'est mon avis, mais il y a des passes dans le dos, des passes, vraiment, entre les lignes que tu fais pas, quand tu es mené de 4-5 ou même, 8 points, par exemple. C'est vraiment prendre des risques inutiles plutôt que jouer dans la simplicité et ça en revient à se poser cette question-là: est-ce que Paris a un autre plan de jeu quand l'équipe en face joue un basket simple, dur en défense, efficace en attaque et comme tu l'as dit, qui exploite les grosses lacunes défensives et même erreurs défensives et tu l'as bien souligné, il y a eu beaucoup d'erreurs individuelles et pour le coup de tout le monde, hein. Il y a pas vraiment, ça a pas été un joueur qui a tiré l'équipe vers le bas. Toute l'équipe a au-delà voilà, non, c'est plus l'individuel, c'est du collectif, mais chacun y est passé dans ce trou défensif et c'est frustrant parce que voilà, on voit une équipe parisienne qui ne veut pas en fait, ou qui n'y arrive pas, mais sortir de cette spirale et quand on écoute le coach encore ce soir en conférence de presse, il est persuadé que son système, son style de jeu et pourtant lui n'est pas encore sur le banc officiellement, va marcher à la fin de saison. Mais on a envie de dire pour d'accord, mais si pour l'instant il marche pas, soit le réadapter ou alors, faire en sorte d'en avoir un deuxième de secours quand on joue un promu qui, en plus, est à l'extérieur. Il y a un passif entre les 2 clubs, mais on va pas non plus revenir là-dessus. Te bouge, en fait, te bouge aussi facilement parce que ça avait l'air facile pour Blois et c'est assez frustrant de se dire qu'il y a pas de pour l'instant, tu as très bien dit, le plan B, c'est le plan A, le plan C, c'est le plan A. Et d'autant que, alors si je suis pas un farouche opposant à cette manière de jouer très up tempo, surtout dans le championnat de France où je trouve ça change un peu les choses, mais
d'autant plus face à une équipe où tu as des individualités bien meilleures que ton adversaire, sans faire offense à Thomas Corneli, à Timothée Vergia et Tyron Johnson. Ah non, le Mais coach l'a dit aussi, hein, le coach de Blois l'a clairement dit, hein, sans me faire offense à ses joueurs, il y a aucune comparaison. mais voilà, quand on fait les match-up une à une, Paris les remporte quasiment tous. Et quand tu joues, je trouve, ce genre de jeu très rythmé, face à des joueurs qui n'ont pas forcément, bah, des qualités individuelles, voilà, comme on l'a dit, qualités techniques individuelles au-dessus de la moyenne, et bah, tu leur donnes des opportunités assez faciles de marquer des points aussi. Et au final, Paris s'est un petit peu fait prendre à son propre piège en seconde période. Et c'est ça qu'on peut regretter ce manque, voilà, de pouvoir se dire, de poser le jeu et de se dire, je vais marquer plus par mes qualités. Et le problème, c'est que Blois a su en profiter de ce jeu up tempo, même après, voilà, les erreurs individuelles de Paris en défense ont donné beaucoup de fautes aux joueurs de Blois qui ont pu eux gérer leur avance sur la ligne des lancers francs en fin de match. Et c'est ce qui leur a permis voilà, au final de l'emporter et de figurer très bien dans ce championnat de France après avoir battu l'Asvel en début de semaine. Là, ils battent Paris. C'est quand même pour eux un début de saison remarquable. On va enchaîner sur l'homme du match. J'ai envie de dire, on l'a déjà cité dans cette catégorie lors du premier match, c'est Tyrone Wallace. Mais presque encore comme contre Bourg, un match à double facette. Une première mi-temps impeccable avec 14 points. Il finit le match avec 25 points, 6 sur 10 à 3 points, 3 rebonds, 3 passes, 4 paires de balles, 5 fautes provoquées. Mais voilà, comme l'équipe, on a senti beaucoup moins son impact sur le jeu en seconde période. Qu'est-ce que tu as pensé de sa prestation, Antoine? Heu, Comme tu l'as résumé, première mi-temps de Tyrone Wallace, comme à l'image un peu de plus du match contre Bourg. Très efficace, qui tire l'équipe vers le haut parce qu'en fait, il y a un collectif et un peu comme première mi-temps, c'est un trio, c'est Holman, Wallace et Sims et après Wallace, c'est un petit peu au-dessus, beaucoup plus provocateur, beaucoup plus efficace au tir, beaucoup plus provocateur sur les fautes, assez actif sur les lignes de passe de Blois, c'était assez intéressant et la deuxième mi-temps, bah, c'était encore une fois, à l'image du momentum parisien. C'est-à-dire que le momentum parisien baisse, donc Tyrone Wallace baisse. Il va réussir encore à provoquer ses tirs, à aller sur la ligne des lancers, à les mettre, à choper quelques rebonds, à perdre des ballons, mais il en a perdu moins déjà que contre Bourg, pardon, qui était un petit peu, la référence en termes de perte de balles, pour lui notamment. Et en fait, voilà, son rythme de jeu va baisser au même titre que tous les Parisiens et ça va se ressentir et ça s'est ressenti même dans son jeu, dans ses attaques. On a l'impression, enfin, il y croyait beaucoup moins ou alors il fonçait parfois tête baissée comme on a eu l'habitude notamment contre Nanterre, il fonçait parfois contre des murs. Il s'est vraiment mangé un à 2 joueurs, de Blois qui étaient juste, en place défensivement et il fonçait tête baissée. C'est dommage que le jeu parisien se résume au talent d'un joueur, comme ça, sachant qu'il y a d'autres joueurs qui ont fait des bonnes rencontres, hein. Amir Sims a encore fait un bon match, Kamagaté aussi, mais on a vraiment l'impression que Tyrone Wallace dicte le tempo de Paris en attaque, mais aussi, du match en général. Et puis il y a peut-être d'autres joueurs qui ont un petit peu failli. Je pense à Axel Toupane qui n'a peut-être pas l'impact qu'on espérait, en tout cas de lui, face à Blois. Il comptabilise 9 points, à 2 sur 5 à 3 points, mais on ne sent pas vraiment son impact sur le jeu. Et ce sera peut-être une piste à discuter aussi, peut-être pour d'autres épisodes, mais il y a aussi l'association entre Wallace et Alman qui ne paraît pas totalement. On sent pas les deux joueurs complémentaires pour dire la vérité. Moi, j'ai préféré les passages où justement un des deux est sur le banc et est associé soit à Guéguitch, soit à Denis. J'ai trouvé, je sais pas, en tout cas on savait au moins quand un des deux est sur le banc, on sait au moins qui mène l'attaque et je trouve que c'est un petit peu plus posé et un petit peu plus réfléchi en tout cas. Donc, ce sera peut-être on faudra voir dans les prochaines rencontres. Ce sera peut-être une piste à explorer. Est-ce que tu avais un dernier mot à rajouter sur ce match, Antoine, où on va commencer tout doucement à aller vers la fin de ce débrief? Non, une prestation très rapide de Kamagaté, encore en double-double, assez intéressante, mais même si je l'ai trouvé un peu esseulé et un petit peu plus absent, moins utilisé, du moins en seconde période. C'était dommage parce que contre Nanterre, j'ai trouvé très seul.
Et là, la première mi-temps, bah, à l'image d'un bon Paris Basketball, Kamagaté était plutôt bien utilisé, notamment, bah, en fait, c'est un grand, donc on joue le pick and roll, on l'utilise à l'intérieur et c'était plutôt intéressant. Les espoirs qui, eux, sont aussi inclinés pour la troisième fois en auto de rencontre. Alors là, c'était le match le plus serré qu'ont disputé les espoirs. Une défaite seulement de 5 points pardon, contre Bois, 87-92. Encore un bon match de Mohamed Diawara, 17 points, 3 rebonds, 6 passes, 3 interceptions. Et toujours un petit peu compliqué pour Maloya qui met 16 points mais qui est assez maladroit avec son tir. Donc voilà aussi, voilà, le début de saison est compliqué pour les espoirs. Ça, on s'y attendait pour le coup. Ce n'est pas vraiment une surprise. Les Parisiens qui ont joué des hommes en vert ce samedi soir et qui vont en rejouer de nouveau samedi prochain. Là, il y aura une pause entre guillemets, enfin une semaine pour préparer la prochaine rencontre. Ce sera face à Limoges. Limoges qui, alors au moment où on enregistre, n'a également aucune victoire pour l'instant avant le classico de dimanche face à Pau. Donc là aussi une grosse rencontre pardon, et potentiellement une équipe de Limoges qui serait aussi en 0-3, ça augmenterait le match, l'intérêt du match contre Paris. Limoges qui s'est incliné contre Le Mans et Nancy pour les 2 premiers matchs. C'est une équipe qui a beaucoup changé par rapport à la saison dernière. Antoine, tu peux nous en dire un petit mot. Ils ont gardé qu'un joueur de l'année dernière, c'est Nicolas Lang. Oui, effectif totalement renouvelé, du côté du CSP, des débuts un peu compliqués, ben, un peu à l'image des nôtres, hein, autant de défaites, 2 défaites en autant de matchs. Ça va être compliqué à jouer, enfin voilà, le collectif a du mal à se mettre en place, à voir un petit peu comment ça va se décanter, la semaine prochaine. Ça va être un déplacement compliqué, on sait qu'aller jouer à Beaublanc, c'est rarement, facile. Et ça va être aussi une grosse confrontation de secteurs extérieurs. Limoges qui a recruté beaucoup sur ses postes avec les départs notamment de Massingbourg. Il y a notamment Daisy Rodriguez ou Darin Gowens qu'il faudra surveiller de près, qui sont des joueurs plutôt cotés en Europe. Donc voilà, c'est ainsi que se termine ce débrief du match Paris-Blois. On vous invite comme d'habitude à nous suivre sur les réseaux sociaux. Pardon, j'ai du mal. On est tard le soir après le match. Sur Twitter, c'est @parisb-8onair. Paris Basketball On Air, tout simplement sur Instagram et Facebook. Merci Antoine. Et puis, on se dit à très vite pour de nouveaux épisodes. Bye bye. Salut!